Il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, notre invité politique est Jean-François Monnier. Il est responsable fédéral UDB Ille-et-Vilaine et il est venu de Rennes, tout spécialement pour nous, malgré la circulation. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors on va parler de la Bretagne, on parle beaucoup aujourd'hui des préoccupations politiques au niveau national, mais la Bretagne a aussi beaucoup de préoccupations, alors qui rejoignent parfois les préoccupations plus larges, nationales ou même internationales. On va parler, si vous le voulez bien, Jean-François Monnier, du logement. Aujourd'hui, c'est un réel problème en Bretagne. L'UDB a souvent alerté sur ces problèmes de logement. Les gens n'arrivent plus à vivre au pays, à se loger au pays. La question est vaste. Je ne vous demande pas d'y répondre, évidemment, parce qu'il faudrait sans doute beaucoup de temps. Mais quelles mesures urgentes faudrait-il prendre pour faire en sorte que les Bretons, les Bretonnes puissent se loger ? Alors des mesures urgentes, je ne dirais pas ça comme ça, c'est des mesures de fond. Je pense qu'il faut donner aux collectivités territoriales les moyens d'agir efficacement pour régler ces questions de logement, parce que les politiques de l'État ne suffisent pas, ça se voit concrètement. Et évidemment, nous, à l'UDB, nous défendons certaines mesures, des mesures fiscales et des mesures plus restrictives, comme par exemple le statut de résident. Il faut aussi donner les moyens pour construire des logements, mais pas n'importe comment. Éviter une trop forte densification, éviter aussi de l'étalement. Donc il faut faire très attention sur la façon dont on construit, et puis construire du logement social. Construire du logement pour les étudiants. Là, actuellement, on voit ça notamment sur Rennes, un gros problème de logement pour les étudiants. Et donc, tout ça demande des moyens, puisque évidemment, on ne peut pas non plus construire des passoires énergétiques, surtout en la période. Donc voilà, des moyens financiers, des moyens politiques pour les acteurs qui peuvent agir sur les questions du logement, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les communes, les intercommunalités, la région. Ça nous amène à une question. On va parler de transport tout à l'heure, mais ça nous amène quand même à une question, c'est l'autonomie de la Bretagne. On en parle beaucoup aujourd'hui. Autonomie n'est plus un gros mot. Plusieurs de vos collègues qui sont venus s'exprimer à ce micro l'ont employé, ce mot d'autonomie. Et Gérald Darmanin l'a aussi prononcé lorsqu'il est venu en Corse. Voilà. Est-ce que finalement, alors je ne vais pas parler de mode, c'est pas du tout, mais est-ce que finalement l'autonomie entre dans les mœurs, l'autonomie des régions, plus grande possibilité pour les régions de décider pour elles-mêmes, pour leurs habitants, avec leurs habitants. Mais nous, à l'UDB, nous n'avons jamais compris pourquoi le mot autonomie était un mot qui faisait peur. Quand on explique aux Bretonnes et aux Bretons ce qu'on met derrière l'autonomie, ils adhèrent assez facilement. Et puis, alors, à côté de mes responsabilités à l'UDB, je suis aussi élu à la ville de Rennes. Je suis en charge du handicap. Et je peux vous dire qu'en tant qu'élu en charge du handicap, je sais que le mot autonomie, pour les personnes, c'est un mot extrêmement positif. Voilà, donc c'est pour moi une grande énigme. Pourquoi le mot autonomie fait-il si peur quand on parle de l'autonomie de la Bretagne, alors que c'est une notion extrêmement positive. Est-ce que finalement c'est pas le pouvoir central, comme on le dit, qui a peur de perdre des prérogatives ? Ah bah certainement, oui. Je pense qu'une région forte, une Bretagne forte fait peur. Je sais pas pourquoi, puisque une Bretagne forte politiquement peut apporter énormément au reste de la France. Alors aujourd'hui, le mot autonomie entre néanmoins dans les mœurs. Une plus grande autonomie en Bretagne, ce serait quoi concrètement ? Alors là aussi, je ne vais pas vous demander ce matin de tout détailler, ce serait très loin, très fastidieux, mais ce serait quoi en priorité ? Qu'est-ce qu'il faudrait passer en priorité ? Vous voulez dire quelles mesures on devrait mettre en place en priorité si on était autonome en Bretagne ? Bon, là, on a parlé du logement, ça fait partie des priorités. Il y a tout ce qui est adaptation au changement climatique. Déjà, lutte contre le dérèglement climatique et adaptation. Donc, non seulement
au dérèglement climatique, mais au grand bouleversement écologique que nous allons connaître, parce qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique. Ça, c'est évidemment, je pense, la première des priorités. Énormément de choses à faire, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des transports. Voilà, et puis amener de la démocratie, de la participation citoyenne, faire en sorte que les gens soient eux-mêmes acteurs des politiques qui sont mises en place. Aujourd'hui, les politiques sont trop éloignées des Bretons, des Bretonnes, plus largement même des Français. Oui, je pense que s'il y a une désaffection par rapport à la politique, c'est aussi parce que les citoyennes et les citoyens ont l'impression, et c'est pas qu'une impression, ont le sentiment que tout cela leur échappe, et donc il faut redonner aussi de la capacité aux citoyennes et aux citoyens d'agir et de voir concrètement qu'ils sont en capacité d'agir. Alors, on parlait des grands domaines, l'agriculture, les transports. On va parler des transports, hein, si vous le voulez bien. La région Bretagne aujourd'hui investit beaucoup dans le transport ferroviaire en particulier. Je vais vous poser la question, vous demandez est-ce que c'est assez. J'ai déjà une petite idée de la réponse, mais est-ce qu'il faut faire plus finalement ? Il faudrait évidemment faire plus, mais là actuellement, au vu du budget de la région, ça va être difficile. Là, on voit là récemment que Elisabeth Borne a annoncé qu'il fallait mettre de l'argent pour les RER métropolitains. Mais ce qu'elle n'a pas précisé, que c'était pas l'État qui allait mettre de l'argent, c'est que ça allait être les régions, ça allait être les métropoles qui allaient mettre de l'argent. Alors que leur budget est limité, il est contraint et il dépend beaucoup des décisions de l'État. Donc oui, faire des politiques de transport efficaces, ambitieuses, c'est important, mais il va falloir aussi mettre de l'argent et donc donner de l'argent aux acteurs qui vont agir et qui vont mettre en place ces politiques localement. Parce que justement, on ne peut pas augmenter les contributions, les impôts, pour faire simple, des Bretons. Voilà, c'est très dur d'augmenter pour pouvoir avoir des recettes finalement. Là, vous voyez, par exemple, en tant qu'élu municipal, les municipalités, la seule marge de manœuvre qu'elles ont au niveau fiscal, c'est la taxe foncière. Qui est pas l'impôt le plus juste qui soit. Ça veut dire que augmenter les impôts pour une collectivité territoriale, c'est augmenter déjà des impôts qui sont élevés, qui pèsent sur une partie de la population. Je pense que on a besoin de plus d'impôts en France et en Europe de façon générale, mais on a besoin de mieux d'impôts, de l'impôt plus redistributif, de l'impôt qui va peser aussi sur les gens qui ne jouent pas le jeu. Et pour ça, je pense qu'il va falloir une grande réforme fiscale en France. Et peut-être aussi des mesures, une sorte de révolution fiscale aussi en Europe. Parce que là aussi, l'impôt, les questions fiscales, c'est aussi un sujet européen. Taxer peut-être ceux qui ont plus les moyens pour éviter de trop peser sur ceux qui ont un peu moins de moyens. Voilà. Et oui, et taxer peut-être des gens qui pourraient faire des efforts au niveau environnemental et qui ne le font pas, pour leur faire comprendre que voilà, que leur mode de vie a un coût et que ce coût il doit aussi être payé. Alors on va parler aussi d'agriculture, hein. Je sais qu'à l'UDB vous êtes très attentif au monde agricole qui change, qui bouge, mais qui ici en Bretagne reste très productiviste. Est-ce que là aussi il va falloir changer beaucoup de choses, pousser un petit peu pour que les choses évoluent, sans non plus rentrer en frontal, si vous me permettez le terme, un peu brutal, avec les agriculteurs qui ont du mal aussi? De toute façon, les changements qui doivent s'opérer dans le monde de l'agriculture ne peuvent pas se faire contre les agriculteurs. Ça, c'est une évidence, il doit se faire avec eux. Le métier d'agriculteur, c'est un des métiers les plus difficiles au monde. On le voit bien. On le voit bien. C'est un des métiers où le taux de suicide est le plus important. Donc forcément,
on a tendance à dire que les écologistes sont contre les agriculteurs, c'est complètement faux. C'est ce qu'on entend très souvent, hein. Il y a cette image. Oui, cette image, elle est voulue, elle est programmée, elle est alimentée par certains qui voudraient opposer les deux mondes. Nous, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a un système productiviste, un système d'agro-business qui profite à un petit nombre et qui pèse sur une grande part du monde agricole, que ce soit les exploitants, mais aussi les ouvriers agricoles, les employés de l'agroalimentaire. C'est tout un système qu'il faut changer, et il faut faire comprendre au monde agricole qu'on n'est pas contre eux, mais qu'on est avec eux pour leur permettre de sortir de ce système. Et puis, on arrive sur des impasses. Moi, quand je vois qu'on n'arrive pas à réduire notre consommation de pesticides, j'entends le discours des agriculteurs qui disent on peut pas faire sans, parce que sinon nos plantes elles vont être malades. Moi, je suis extrêmement inquiet, parce que ça veut dire que nous sommes dépendants d'une industrie qui dépend du pétrole, une industrie qui dépend de l'étranger. Et si on parle de souveraineté alimentaire, là on n'y est pas du tout. Si notre système agricole est complètement dépendant de l'industrie pétrolière, comment est-ce qu'on peut parler de souveraineté alimentaire? Il va falloir qu'on se pose certaines questions. Et je parle des pesticides, mais on pourrait parler des engrais, c'est pareil. Accompagner la mutation de l'agriculture avec les agriculteurs, mieux redistribuer aussi, mieux expliquer. Oui, mais évidemment, ça va passer par du dialogue, par de l'échange, mieux expliquer, mais aussi mieux entendre. Parce que c'est vrai qu'on fait souvent la critique que les écologistes sont des bobos urbains. C'est à la fois faux et vrai, puisque dans le monde écologiste, il y a aussi des gens qui sont des paysans. Donc c'est réducteur, mais c'est aussi vrai. Moi, personnellement, certes, j'avais des grands-parents qui vivaient en milieu rural, mais je suis un urbain. Les questions agricoles, je les vois de loin. Et donc, on a aussi, quand on est un écologiste urbain, on a aussi à entendre ce que nous disent le monde agricole, et l'entendre avec respect. Voilà, le respect, le mot est lâché, il était important ce mot. On parlait de souveraineté, on parlait de Bretagne, mais on va parler aussi d'Europe, parce que il y a aussi une grande question aujourd'hui. On parle de l'Europe des nations, celle d'aujourd'hui, et puis l'Europe fédéraliste. Je crois que vous défendez cette deuxième idée à l'UDB. L'Europe fédéraliste, est-ce que c'est une chimère ou est-ce qu'on peut y arriver ? Je pense que c'est pas la question de savoir si on peut y arriver ou pas. La question, c'est est-ce qu'on peut faire sans ? Est-ce qu'on peut se permettre de continuer avec le modèle de l'État, l'Europe des États ? J'ai souvent tendance à dire qu'en Europe, il y a des problèmes. Et ces problèmes, ils sont au nombre de 27. Autant qu'il y a d'États membres. Autant qu'il y a d'États membres, voilà. Et que le problème de l'Europe, c'est avant tout les peuples, et qu'il y a des mesures. Il y a certaines mesures qui pourraient être mises en place. Tout le monde est à Bruxelles et à Strasbourg, tout le monde est d'accord pour les mettre en place. Mais qui bloque ces mesures-là, ce sont les États. Et on a ce double discours de la part de nos dirigeants, notamment français, mais dans les autres pays, c'est pareil. Quand ils sont à Paris ou quand ils sont dans les médias nationaux, ils vont dire c'est de la faute de l'Europe. Et quand ils sont à Bruxelles, c'est eux-mêmes qui mènent ces politiques
qui disent c'est de la faute de l'Europe, mais non, c'est de leur faute, c'est eux qui mènent ces politiques-là, qui imposent ces politiques. Donc on est sur une attitude totalement hypocrite qui est permise par le système tel qu'il existe en Europe. Alors on a vu l'Europe se fédérer néanmoins autour de la guerre en Ukraine, mais se déchirer autour des réfugiés. On voit les migrants qui arrivent en grand nombre sur l'île de Lampedusa en Italie, 11 000, hein, c'est cette semaine passée, du jamais vu. Voilà, on ne trouve plus tellement les superlatifs. Est-ce que là aussi l'Europe va devoir discuter? Est-ce que justement l'Europe des régions peut intervenir dans cette discussion de l'accueil des réfugiés qui arrivent nombreux pour diverses raisons, la guerre, les problèmes économiques, les problèmes climatiques aussi? Est-ce que c'est l'enjeu de demain finalement? Est-ce que c'est l'enjeu principal ou un des enjeux principaux? Évidemment, c'est un enjeu important. C'est de toute façon dans le contexte écologique et notamment de dérèglement climatique, c'est quelque chose qui va encore s'amplifier. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on a des discours très nationalistes en Europe, donc en France, mais aussi en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Hongrie. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il y a une donnée dans l'équation qui est souvent ignorée, c'est la détermination des migrants. Mmh. C'est-à-dire que c'est des personnes qui traversent des déserts, et non des moindres, qui traversent des montagnes, qui traversent des mers. Moi, personnellement, je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font. Ils le font, et ils le font avec beaucoup de détermination. Et ils sont prêts à braver tous les dangers. Et la politique que nous menons en Europe, qui vise à empêcher ces personnes tellement déterminées de venir en Europe, cette politique-là, elle n'a qu'une seule conséquence, c'est que les gens meurent. C'est qu'en durcissant les conditions d'accueil, les conditions de traversée des mers, les gens sont tellement déterminés qu'ils essayent quand même, et ils finissent par mourir. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est notre honneur en dépend. Nous sommes en partie responsables des raisons pour lesquelles ces gens partent de chez eux, et nous sommes entièrement responsables, en grande partie responsables des conditions dans lesquelles ils arrivent jusqu'à chez nous, et grandement responsables des conditions dans lesquelles ils se retrouvent pour arriver chez nous. Et ça, c'est vraiment, je dis, c'est notre responsabilité. Des gens meurent et nous en sommes responsables. Nous avons du sang sur les mains. Est-ce que aujourd'hui, étant donné le contexte compliqué en Europe, en France évidemment, contexte social, contexte économique, est-ce que vous entendez les gens qui disent on peut plus accueillir, ou est-ce que pour vous c'est un discours insupportable? Ça c'est un discours qui date pas d'aujourd'hui. Hein, la fameuse phrase de Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, elle date du siècle dernier. Il avait quand même rajouté, on doit en prendre notre part. Hein. Oui, il l'avait rajouté, c'était la première fois qu'il l'a dite, cette phrase, il y avait que la première partie. Voilà, c'est ce discours, il date déjà de plusieurs décennies. Moi, ce que je vois, c'est que la part des gens qui arrivent, la part des gens qui arrivent par rapport à la population totale, elle est très minime. La part des gens qui arrivent en Europe par rapport au total des migrants sur la planète, elle est très minime aussi. On n'accueille qu'une petite partie des gens. On est aussi dans une situation où on a des métiers en tension. Souvent, on me dit, oui, mais si c'est régularisé les sans-papiers, mais ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes de logement. Et je réponds, mais qui c'est qui construit les logements? Allons voir sur les chantiers. Et on le sait, dès les années 60-70, on a fait venir des gens pour construire. Pour faire construire les logements. Donc
Et c'est pas que de la misère, en fait, c'est aussi de la richesse. Alors, je suis pas du tout un immigrationniste. Moi, je préférerais que les gens puissent rester et vivre chez eux dignement. Quand on dit à l'UDB, c'est un de nos slogans, vivre au pays. C'est vivre au pays pour les Bretons, mais aussi pour tout le monde. Moi, ce que je préférerais, c'est que ces gens puissent vivre dignement au pays, mais malheureusement, c'est pas possible. Et ils partent pas de chez eux de gaieté de cœur. C'est aussi parce qu'ils ont plus de... Ils n'ont plus le moyen de construire une vie, la vie qu'ils souhaiteraient chez eux. C'est pour ça qu'ils partent. Un dernier mot, allez, on dépasse un tout petit peu le temps, Jean-François Monnier. On va piquer 2 petites minutes, notre réalisateur ne nous en voudra pas. Un petit mot sur, je reviens en Bretagne, sur la montée des extrêmes en Bretagne. On a vu ces temps derniers, alors que la région avait été quand même plutôt épargnée par ces manifestations extrémistes, on a vu beaucoup de slogans, beaucoup de tags sur les murs, beaucoup de manifestations aussi, on l'a vu à Callac en particulier. Là aussi, ça nous ramène à... Et des élus menacés. Et des élus menacés. Voilà, vous m'avez devancé, mais des élus menacés. Situation insupportable aujourd'hui. Oui, ça fait extrêmement peur. C'est en Bretagne, mais c'est général. C'est toute l'Europe qui est concernée, et même tout le monde, l'ensemble de la planète, hein, parce que c'est aussi aux États-Unis, c'est aussi dans certains pays, dans certains autres pays, c'est quelque chose de général. Il y a un repli sur soi qui se généralise. Peur, finalement, c'est une forme de peur qui génère ces slogans, ce repli. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bon, il y a un sentiment d'extrême droite qui existe dans certaines parties de la population, notamment une population très bourgeoise, qui a toujours existé et qui aujourd'hui se retrouve un peu décomplexée parce que le monde médiatique, le monde politique le permet. Et certaines personnes devraient prendre conscience de la responsabilité dans cette relibération de la parole d'extrême droite. À côté de ça, on a aussi des populations qui ne sont pas forcément par nature des gens d'extrême droite, notamment dans le vote populaire. Et là, bon, on sait que les responsables d'extrême droite ils sont pas mauvais, hein. La dédiabolisation du Front National et du Rassemblement National, ça fonctionne très bien. C'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de complètement factice, mais c'est quelque chose de voulu et ça fonctionne. Là aussi, avec la complicité de certains, notamment dans le monde médiatique. Et oui, tout cela, ça fait peur parce que quand on s'intéresse à l'histoire et qu'on a un peu de mémoire et qu'on compare les périodes, on se dit que là, on a quelques similitudes avec les années 30. Et ça fait extrêmement peur. Donc il faut qu'on soit vigilant et que en tant que responsable politique de gauche, nous avons un rôle à jouer pour mettre en œuvre une stratégie pour lutter efficacement contre l'extrême droite. Jean-François Monnier, responsable fédéral de l'UDB, Ille-et-Vilaine, voilà, on arrive au terme de cet entretien. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin pour parler politique et pour répondre, ou en tout cas s'interroger aussi sur la marche du monde et de la Bretagne. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir accueilli et bonne journée aussi, bonne journée à toutes les auditrices et les auditeurs. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.